Johanna Van Gogh, la femme qui a fait Van Gogh, partie 2 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Elle a du mal à imaginer son beau-frère mort. Évidemment, il y a seulement 2 mois, elle a préparé un déjeuner pour lui et puis pour Toulouse-Lautrec, le comte de Toulouse-Lautrec, encore un exotique, encore un excentrique qui vit du lundi au vendredi dans un couvent et les samedis et dimanches dans un bordel et qui a appris à tout tourner en dérision, à commencer par ses déficiences physiques. Lautrec, Van Gogh, enfin imaginez un peu le salon de Madame Van Gogh avec ces gens-là. Donc ces deux-là étaient devenus très proches. À l'atelier Cormont, après que le conseil des professeurs d'Anvers a décrété à l'unanimité d'ailleurs que Van Gogh devait retourner dans le cours pour débutants en raison des difficultés qu'il avait à dessiner. En gros, il savait pas dessiner, il ferait mieux de prendre des cours, ce qui nous fait beaucoup sourire aujourd'hui. Et Johanna se souvient de Van Gogh. Et pourquoi n'a-t-il pas pu vendre ses tableaux? Elle se pose cette question. Et voilà 17 ans en réalité que Johanna Van Gogh Bonger écrit son journal. Alors, tous les ans, il faut savoir, elle l'élague, un peu comme un arbre, elle enlève des mots, des pages, elle les rafraîchit un petit peu. Elle a obtenu quelques exemplaires de l'article qu'un certain Maurice Beaubourg a publié dans le numéro de septembre de la revue indépendante. Voilà ce qu'il dit sur les tableaux de Van Gogh. Il ne faut pas voir un tableau unique de Monsieur Vincent Van Gogh. Il faut les voir tous pour comprendre cette nature complexe et agitée, ce tempérament d'illuminé, épris à la fois de soleil et de bonté universelle, rêvant concurremment d'organisation phalanstérienne et d'orgies de tons surchauffés, dorés où toute la création s'incendirait. C'est l'unique mention dans la presse de la mort de son beau-frère. Alors elle l'archive dans le dossier avec les autres articles qui ont fait allusion, en bien ou en mal, à la foule de tableaux que Johanna répartit comme elle peut dans l'appartement de Pigalle. Depuis la mort de Van Gogh, elle a l'impression, d'ailleurs, que les toiles se multiplient, elles surgissent de toutes parts, sous le lit, au-dessus des armoires, sur les rideaux, brodés à la main d'ailleurs, derrière le divan, en désordre dans la vitrine, roulés dans les coins de la bibliothèque en ébène. Il doit y avoir environ 500 tableaux. Voilà ce qu'elle écrit. J'écris, entouré du vertige des couleurs, les vergers en fleurs dans la chambre, dans la salle à manger, au-dessus de la cheminée, devant mes yeux en ce moment, les mangeurs de pommes de terre, dans le petit salon, le grand paysage d'Arles et la nuit étoilée dominant le Rhône. Chacun jette des éclairs dans l'appartement, on les dirait peints par des personnes différentes. Imaginez-vous un petit peu, dans un appartement avec 500 tableaux originaux de Van Gogh, ça doit être assez extraordinaire. À Paris, la grève des cochers a obtenu évidemment des satisfactions, mais a changé de mode d'action. La protestation s'est concentrée maintenant sur la circulation de nuit, sans éclairage, ce qui fait, parce qu'évidemment l'éclairage, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, vous savez en France, tout de suite on hurle, alors donc on a demandé à ce que l'éclairage soit éteint, donc chaque fiacre évidemment est un danger public. Voilà ce qu'elle écrit. Il devient évident dans les rues de cette ville que les 3 piliers, les 3 pattes du trépied tant vantés depuis 100 ans, liberté, égalité, fraternité, sont branlants. De fait, il commence à ne plus s'entendre. Il y a de plus en plus de pauvres dans les rues. Johanna envisage de consulter le docteur Gachet pour son mari, Théo, donc, qui ne va pas bien. Il ne pense obsessionnellement qu'à une grande exposition de Van Gogh. Il insiste aussi sur sa biographie. Il reste absorbé par les 2 caisses qui contiennent les lettres que son frère lui a envoyées pendant 15 ans. Il les relit sans relâche, les classe dans l'ordre chronologique comme une sorte de rituel, si vous voulez, un rituel douloureux de séparation, comme s'il ne pouvait pas se faire à l'idée que son frère avait disparu, son grand frère. Hier, il se plaignait de pas pouvoir remuer les bras, et puis d'un coup, il sort comme une flèche avec 4 ou 5 toiles de son frère sous le bras pour aller voir Durand-Ruel dans ses bureaux. Durand-Ruel qui est l'un des grands commanditaires. Il revient ravagé, le refus de Durand-Ruel de réaliser une grande rétrospective avec quelques-uns des 500-600 tableaux accumulés en 10 ans d'activité de son frère l'a laissé sans voix et il se recouche. Et son épouse n'a aucune idée de quand il se relèvera. Elle sait que Durand-Ruel ment sans vergogne à Théo. Il lui parle de dates, d'engagements impossibles à modifier, d'expositions qui sont déjà organisées d'avance, et non de sa peur, en fait, face à l'incandescence des tableaux de Van Gogh. Tout ça n'est pas neuf, évidemment. Elle semble comprendre mieux que Théo. En fait, évidemment, il peut pas comprendre. Lui, il est trop
Il est trop pris, bien sûr. Elle semble comprendre ce qui se trame, en fait. Durand-Ruel est de ceux qui apprécient, il l'a confié d'ailleurs à la moitié de la Terre, les extravagances esthétiques de Van Gogh, qu'il qualifie même d'inquiétantes. Mais il est logique qu'il en ait peur. Les impressionnistes qu'il vend si bien, pourraient se sentir menacés. Or, Théo est de plus en plus insupportable. Et elle l'écrit, elle le dit, donc on peut lire tout ça, et voilà l'ambiance dans laquelle elle est en ce moment, et beaucoup lui disent il faut détruire ces œuvres, il faut les détruire, il faut que votre appartement se vide, et imaginez qu'on lui est en train de lui dire il faut brûler les œuvres de Van Gogh. Et à cause de la lente maladie de Théo, les pressions augmentent à chaque fois. On lui dit mais il faut détruire les lettres, il faut détruire les tableaux. Évidemment, Johanna n'en parle pas à son mari parce que ça ferait qu'aggraver son malheur. Voilà ce qu'elle écrit. Que je mette le feu, exige-t-il ici, dans mon appartement de la rue Pigalle, numéro 8 à Paris, tandis que mon retour en Hollande prend forme en silence. Je leur dis que oui, que je vais brûler l'étoile la prochaine nuit de pleine lune pour qu'ils me laissent tranquille. Vous imaginez un petit peu la pression qu'elle peut avoir et qu'elle doit supporter. Wilhelmina, la sœur cadette des Van Gogh, arrive à Paris. Pour Johanna, c'est d'ailleurs la meilleure de la famille Van Gogh. Wilhelmina, on va l'appeler Will, ce sera plus simple. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle l'appelle dans son journal. L'arrivée de Will va donner un élan à Johanna. Et c'est toutes les deux qu'elles vont prendre, sans le dire à Théo évidemment, rendez-vous avec le docteur Gachet, le fameux docteur Gachet qui avait déjà été auprès de Van Gogh, de Vincent Van Gogh bien sûr. Elle prend rendez-vous dans son cabinet parisien, au faubourg Saint-Denis, pour organiser une consultation. Johanna et le docteur Gachet se mettent d'accord sur une rencontre avec Théo à Auvers-sur-Oise. Ça ne donnera pas grand-chose, je vous le dis tout de suite. Johanna passe en revue les tableaux qu'elle a exposés dans tout l'appartement. Elle sort pour la première fois les œuvres de Van Gogh de l'obscurité et de la clandestinité où finalement elle n'avait pas d'avenir. Et pendant qu'elle avance, une lampe à pétrole à la main, oh là là, c'est dangereux, on se dit, elle regarde les tableaux, et là, elle a une illumination. Elle se rappelle la légende familiale de l'amour obstiné de Van Gogh pour sa cousine qui s'est terminée d'ailleurs en scandale. Il en était venu à poser une main sur la flamme d'une lampe devant une grande partie de sa famille un soir de fureur incontrôlable. Je reviens pas sur l'histoire de Van Gogh, tout le monde en général la connaît. Les tableaux et les meubles en tout cas vont rester à Paris, en tout cas une grande partie. Tous les trois vont retourner en Hollande, donc Théo, elle et le petit Vincent. Le coffre contenant toutes les lettres de Van Gogh et 4 toiles, l'autoportrait à l'oreille coupée, les souliers de la pauvreté et 2 des tournesols penchés sur l'infini vont partir avec eux. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.